Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Ismaili, journaliste citoyenne indépendante, qui décortique depuis des années les narrations médiatiques dominantes, les subventions publiques aux grands médias, les opérations d'influence et les dérives du système informationnel français, avec plus de 40 000 abonnés sur X et une bio d'ailleurs qui cite Camus en face de la marée montante de la bêtise. Il est nécessaire d'opposer quelques refus. Elle incarne ce journalisme libre sans patron ni subvention qui refuse de se taire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche pas mal de monde. Qu'est-ce qui reste vraiment du journalisme quand la très grande majorité des médias français vivent sous perfusion des subventions publiques ou de grands groupes industriels, et face à une narration officielle qui semble de plus en plus verrouillée, uniforme et parfois déconnectée du réel, est-ce que ce sont finalement les citoyens, ceux qu'on appelle les journalistes citoyens, qui portent aujourd'hui l'essentiel du contre-pouvoir informationnel? Ou est-ce qu'on assiste plutôt à une illusion de pluralisme pendant que le cadre narratif principal reste sous contrôle? Donc on va décortiquer ça sans langue de bois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Votre bio, Merci à vous. comme je l'ai rappelé, cite Albert Camus et le refus face à la marée montante de la bêtise. Vous avez réagi d'ailleurs très vivement à l'annonce, je crois que c'était dans l'émission C'est dans l'air, titrée Epstein, la Russie veut faire tomber Macron en soulignant qu'elle est financée par l'argent public. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce traitement et comment analysez-vous le fait que France Télévisions consacre une émission entière à cette thèse d'ingérence russe sans creuser les liens français documentés dans l'affaire Epstein? Eh bien, parce que c'est choquant à plusieurs titres. Alors déjà, merci beaucoup, pour, la présentation que vous avez faite, Je vous en prie. j'apprécie beaucoup. Et merci de rappeler la citation effectivement que j'ai utilisée. Albert Camus a été, il est peu connu comme journaliste, mais ça a été un grand journaliste, Albert Camus. Et justement, c'est un journaliste qui critiquait déjà à l'époque ses confrères, notamment un certain conformisme. En plus d'être, pour moi un écrivain de génie, au-delà de ça. Mmh. Mais oui, ce qui est inquiétant, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une part de bêtise et il y a une part de conformisme dans ce qu'on voit actuellement, surtout à France Télévisions. Parce que, on a des gens qui sur France Télévisions a par exemple, en tout cas la chaîne France Info, a une espèce de slogan qu'elle arrête pas de répéter tout le temps, c'est, «L'information n'est pas une opinion». Elle nous rappelle tout le temps que, eh bien, l'information sur France TV s'appuie sur des faits et cetera, alors que on voit tous les jours que ce n'est pas le cas. Et là, c'est un cas d'école parce qu'il n'y a absolument aucun fait, je pense d'un fait au sens d'une preuve matérielle, qui relierait la Russie à cette, soi-disant attaque informationnelle. C'est-à-dire, je dis soi-disant, puisque à partir du moment où on ne sait pas qui est l'acteur derrière, cette, eh bien, cette diffusion du contenu, Mmh. enfin cette diffusion d'un contenu, d'infos. Alors je vous rappelle quand même pour, ceux qui écoutent, D'auditeurs? vos radios les voilà, les auditeurs de Radio Courtoisie, je cherchais mon mot, qu'en fait, il y a eu un contenu qui a été un site miroir de François, donc le média François que vous connaissez et qu'on salue et qui a fait un très bon boulot pendant la crise Covid. Et qui a fait toujours un bon boulot d'ailleurs. François, donc qui est un site officiel, et on a fait ce qu'on appelle un site miroir. Alors c'est quelque chose qui existe, qui est courant dans les attaques cyberinformatiques. C'est-à-dire qu'on va copier un site, on va prendre tous ces codes, on va montrer qu'on va faire vraiment une copie de ce site. Mmh. Et ils ont fait un francesoir.net pour diffuser un article qui était complètement faux, avec un faux, mais qui était vraiment très, très grossier, comme quoi il y aurait des documents sur Emmanuel Macron avec un message grossier de commander des enfants, enfin quelque chose d'assez affreux. Mmh. Ce message a été diffusé par plusieurs comptes sur les réseaux sur X.
et avec une vidéo très, très grossière, je dis bien grossier, de quelqu'un qui parle, en plus avec un accent, donc pour bien entendre que c'est un soi-disant, pour laisser entendre que ça pourrait être un accent russe ou autre, ce qui est absurde aussi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est absurde et ensuite, voilà, on a diffusé ça et immédiatement, je dis bien immédiatement, des ONG, une ONG qui s'appelle, NewsGuard, qui est en fait un service, qui ne s'occupe que de soi-disant combattre, la désinformation, en ligne, et les ingérences russes, sans aucune preuve d'ailleurs. Eh bien, elle a alerté ça et puis le service Viginum ensuite a alerté là-dessus. Et pourquoi je dis que c'est quelque chose d'assez curieux parce qu'encore une fois, il n'y a pas de preuve que cette attaque pour enfin la diffusion de ce contenu pourrait être reliée à la Russie et surtout l'immédiateté, la façon dont on l'a diffusé, m'a fait penser, moi personnellement, à ce que ça pourrait être, une tentative de ce qu'on appelle un faux drapeau, qui contrairement à ce que nos anticomplotistes ont tendance à vouloir dire, ça existe et ça a toujours existé et l'Élysée en a fait. Il y a des preuves que l'Élysée en a fait. Dans l'affaire Benalla, Effectivement, oui. ils ont diffusé des faux contenus. Dans l'affaire des Macron Leaks aussi, ils ont diffusé des faux contenus en faisant croire que c'était relié à la Russie, exprès pourquoi? Pour pouvoir les discréditer, pour pouvoir discréditer les vrais contenus et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de l'affaire Epstein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en tout cas, ça pourrait être une hypothèse, et je n'ai pas, voilà, moi je reste encore dans l'état d'hypothèse, attention, mais ça pourrait tout à fait, eh bien, l'Élysée qui pourrait, eh bien, tenter de discréditer tout lien avec Macron, puisqu'il y a des vraies questions qui peuvent se poser. On a certains emails qui montrent qu'il y a eu une relation entre Jeffrey Epstein et Emmanuel Mmh. Macron, qu'il y a eu des échanges apparemment, de que Emmanuel Macron demandait des conseils. Alors on pourrait quand même poser la question, savoir comment se fait-il qu'il posait des conseils à un pédocriminel notoire à partir du moment à une époque où on savait qu'il était déjà un Mmh. pédocriminel. C'est-à-dire qu'on avait déjà de nombreux articles de presse, il y avait déjà des faits qui montraient, une grosse partie de l'affaire. Donc tout ça, je pense que c'est une manière, en fait, en diffusant, si vous voulez, tout ce narratif qui consiste à dire, à chaque fois qu'on va se poser de questions, à se dire: «Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a un lien entre Jeffrey Epstein et Emmanuel Macron?» Automatiquement, vous allez tomber sur des articles ou une émission de C'est dans l'air et cetera qui va vous expliquer: «C'était une attaque russe». Donc ça n'a rien à voir. C'est pourquoi moi j'aurais tendance à penser l'hypothèse que ça pourrait être un faux drapeau. Mais encore une fois, c'est toujours possible que ce soit la Russie, mais quoi qu'il en soit, que mon hypothèse soit vraie ou fausse, le service public n'est pas sans si et si fait comme elle prétend le faire du journalisme, c'est-à-dire Mmh. s'appuyer sur des faits, eh bien elle aurait, elle ne peut là elle aurait dû aborder un minimum de nuances en disant: «On rappelle qu'il n'y a pas de preuve que c'est une attaque provenant de la Russie, on n'a aucun élément qui permet de le savoir, pourquoi pas en discuter?» Mais il n'y a absolument aucune preuve que la Russie, dans le cas de de la diffusion de ce contenu, de ce contenu faux, Ouais. on n'a aucune preuve que la Russie serait derrière et ça serait faire du journalisme et quand on nous parle toute la journée, de gens qui veulent nous traiter de complotistes parce qu'on s'appuierait pas sur des faits, c'est ça, hein, le Ouais, ouais, bien complotisme, hein, qu'on sûr. nous reproche, ça c'est de nous dire qu'on s'appuierait sur des théories qui n'appuieraient sur aucun fait. Alors que bon, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de faits, sur lesquels, des théories du complot se sont avérées vraies. Voilà, de dire ça et derrière d'avoir toute cette propagande, de France TV, mais pas que France TV, beaucoup de médias qui vont vous dire que c'est la Russie, eh bien ces journalistes-là, ces médias-là, ils participent à construire, qu'on le veuille ou non. Quand bien même ça serait la Russie, l'Élysée fait de l'opportunisme Mmh. avec ça. Voilà, dans tous les cas, c'est un opportunisme. Je reste persuadée, j'ai pas honte de le dire, je reste persuadée que cet opportunisme, il est calculé et qu'il était préparé. Mais dans tous les cas, il y a un opportunisme qui est fait et France Télévisions participe à cet opportunisme. France Télévisions
qui est payé avec l'argent des Français, n'est pas censé être un organe de propagande, du pouvoir en place. C'est interdit normalement dans ses statuts. Donc il y a un vrai problème avec ça et d'ailleurs, il faut remercier, je passe du coq à l'âne, mais le député Charles Lalonde, Mmh. qui est pas forcément dans un parti politique avec qui je suis forcément alliée, mais le député Charles Lalonde fait un excellent travail Travail, ouais. là-dessus, il faut vraiment le dire. J'espère que dans votre émission, vous aurez peut-être l'occasion de voilà, peut-être de l'inviter ou en tout cas, mais je pense qu'il fait vraiment un travail formidable On l'a déjà dont rappelé, hein, ouais. on devrait en parler plus souvent, voilà. Et vous critiquez, Amélie, régulièrement les médias, traditionnels, hein, pour leur rôle dans la protection des élites, avec justement les récentes publications de documents sur Jack Lang, alors, que ce soit les liens, offshore avec, Epstein et sa fille. Pensez-vous que l'on assiste à un lâchage contrôlé de Lang? Comme vous l'avez suggéré en réponse à, je crois, Béatrice, pas je crois, Rosen, Oui. pour protéger d'autres figures plus hautes placées. Comme c'est une émission courte et je précise à nos auditeurs qu'on vous recevra la semaine prochaine également, heu, vous avez partagé d'ailleurs un long, thread, en rappelant le passif très lourd de Jack Lang, un tribune, Tout à fait. de 1977, l'affaire du Coral, Rosella Hightower, l'arrestation à Marrakech en 2001, Villa Majorelle. Bon, pourquoi selon vous, ce sera 2 questions comme ça, bah, les grands médias, heu, bah, évitent-ils systématiquement ce contexte historique quand ils couvrent, les dernières, révélations et quel impact cela a-t-il sur la confiance du public? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Ah bah, oui, Il y a plusieurs questions dans votre question, tout à vous fait. l'avez dit vous-même. Pour parler des questions de est-ce que je commence par la première, donc lâcher le Jack Lang. Oui, c'est possible. Alors je sais pas si je l'ai dit. J'ai tendance à penser parce qu'en fait, si vous voulez, Mediapart, je pense qu'ils font un excellent boulot sur certains sujets, je le dis. Mais Mediapart, je pense qu'ils sont aussi voilà, qui très souvent, ils ont tendance à travailler, voilà, à sortir des sujets au bon moment, à des Mmh. moments qui peuvent arranger le pouvoir, voilà. Et là, je me suis posé la question par rapport à je dis pas que Fabrice Arfi parce que je pense encore une fois que Fabrice Arfi est un bon journaliste, donc j'ai pas envie de l'attaquer ou de lancer des rumeurs sur lui ou quoi que ce soit. Par contre sur, clairement sur, monsieur Plenel, je ne m'avancerai pas, mais j'ai beaucoup plus de critiques. Mais voilà, je veux pas, voilà, attaquer des gens qui, bon, ont quand même sorti, en tout cas Arfi, de 2-3 affaires sur lesquelles d'autres médias ne l'ont pas fait. Mais dans ce cas-là, effectivement, Jacques Lang, je veux dire, ça faisait quand même un moment qu'on en parlait sur les réseaux sociaux. Il y avait pas de il y avait quasiment pas c'était silence radio dans la plupart des médias pendant 48 heures, silence radio dans tous les médias sur ce sujet. Effectivement, Mediapart, et c'est tout à leur honneur, a été le premier à parler de ce sujet. J'ai tendance à oui, à le penser. Pourquoi? Parce que, il y a quand même énormément de noms dans ces fichiers Epstein. Des noms, qui peuvent voilà, encore une fois, attaquer plus le pouvoir. On a par exemple, je suis étonnée, moi, que monsieur Arfi, qui a quand même travaillé sur une grosse affaire liée à Sarkozy, n'ait Mmh. pas parlé plus de ça de monsieur Olivier Courmel, qui quand même Tout des à fait. échanges, voilà, extrêmement beaucoup plus tendancieux que les échanges dans lesquels que les échanges entre, monsieur Epstein et Jacques Lang et Jacques Lang et Caroline Lang. Langue. Ce qui est donc oui, je pense qu'il y a je ne sais pas s'il y a eu un tentative de lâchage, je suis pas sûre que ce soit que c'était la thèse au début. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse propagande derrière au lendemain avec: «Il faut sauver le soldat Jacques Lang», Oui, et c'est d'ailleurs c'est comme ça que j'ai appelé le trait dont vous tout à citez, fait. qui me permet de passer à la seconde la question que vous aviez après. C'est-à-dire que on a eu tout un tas de médias qui nous ont fait, des vidéos avec des interviews. Ils sont passés toute la journée. Alors je pense qu'ils ont, bon, Jacques Lang et sa fille, sont un peu dans le gratin du tout Paris. D'ailleurs, c'est assez malheureux et triste, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas de mots pour le décrire, mais on apprend aussi que ce sont des piques-assiettes, assez impressionnants, hein. Mmh. Monsieur Jacques Lang a des impayés de partout. Là encore, Tout il y en à a fait. encore un qui est sorti d'un traiteur libanais à qui qu'il n'a pas payé, dont il n'a pas payé les notes depuis pour 40 000 €. Enfin bon, des trucs complètement hallucinants. Mais Amélie, rappelons aussi qu'ils ont, démissionné tous les 2 puisque je j'apprends que
Sa femme vient de Oui, alors démissionner Jacques Lang, également. oui, Caroline Lang a démissionné immédiatement, après l'article de Mediapart. D'ailleurs, Mmh. elle a répondu aux questions de Fabrice Arfi, Tout à fait. immédiatement, hein. Et donc, elle a voilà, et donc je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'était un petit peu voilà, que c'était un peu ce qu'on appelle de la commu vous sa moi, en fait, moi, j'ai pourquoi je suis un peu complotiste, si je peux me permettre de le dire. Moi, j'ai travaillé dans la communication de crise. Donc, la communication de crise, on est complotiste parce qu'on utilise des stratégies médiatiques pour répondre, voilà, pour répondre à ce genre de Ouais, problématiques. ouais. C'est-à-dire, vous vous retrouvez, il y a une affaire, alors moi, heureusement, et d'ailleurs, sinon, je ne ferais pas ce métier, je ne serais pas là avec vous. Je n'ai jamais eu affaire à une stratégie qui consiste à mentir pour des gens, pour sauver des gens qui ont fait des choses effroyables. Mais voilà, dans des très grands cabinets de conseil, c'est notoire. Vous avez des systèmes ce qu'on appelle la communication de crise, et parfois dans la communication de crise, on fait ce qu'on appelle du damage control. Alors, j'utilise le mot anglais parce que c'est malheureusement dans ces stratégies-là, c'est souvent des références en anglais, mais c'est ce qu'on on peut traduire ça par une stratégie de limiter les dégâts. Et donc limiter les dégâts, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans une des émissions avec Exactement. avec vous. C'est ce que j'allais rappeler. Ça consiste à montrer un petit morceau, c'est-à-dire on va avouer, on va comment dire? J'allais dire se confier, on va avouer une partie de nos mauvais comportements Mmh. pour montrer qu'on fait preuve d'humilité. C'est ça la technique, hein, c'est faire preuve d'humilité sur une partie, et puis derrière, comme ça, on permet d'étouffer tout le reste. Or là, voilà, Caroline Lang, en gros, c'est un peu: «J'ai découvert qu'il y avait un fonds offshore, je ne Ouais. savais pas, j'ai immédiatement démissionné» et cetera. Et je pense que derrière, ça évite qu'on parle de tous les autres faits qui sont autour de Jacques Lang. Et là où je pense que cette stratégie, elle a raté, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un tas il y a une propagande, et cetera. Ça a Mmh. complètement échoué parce que ces gens-là ont menti en direct à la télé en disant: «On n'a pas touché d'argent», et cetera. Et là, effectivement, Mediapart a rappelé que c'était pas le cas, qu'ils avaient menti. Et je pense que c'est seulement à ce moment-là qu'on a dit: «Bon, ben, monsieur Jacques Lang, vous allez devoir partir parce que c'est plus possible». Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est fait. Donc je ne crois pas que ce soit un lâchage qui était, dès le début. Mais voilà. Sur la pédocriminalité, je suis un peu longue à répondre, Non, mais non, je vous en prie. sur la pédocriminalité, en revanche, là, c'est un autre sujet. Je pense que là, il y a quelque chose de très spécifique à la France, c'est-à-dire que la France a un gros problème avec ça. Et c'est un gros problème depuis assez longtemps. C'est-à-dire que ça date de ce qu'on appelait un petit peu l'époque de la French Theory, hein, Mmh. où vous aviez tout un tas d'intellectuels, et c'est terrible, des intellectuels que moi j'ai étudiés, hein, des gens comme Bourdieu, comme Roland Barthes, et cetera, qui étaient des Philosophe, des ouais. gens, voilà, et qui sont pour moi encore, et c'est horrible à dire, mais je pense encore que ça restait des grands intellectuels, mais voilà, ce qu'on appelait un peu ce milieu, heu voilà, d'une gauche un peu, voilà, qui était dans la libération des mœurs, et cetera. Et dans cette partie de libération des mœurs, vous aviez des gens qui étaient des pédocriminels notoires, dont Matzneff. Et je pense que sachant que ce milieu un peu intellectuel d'une gauche bourgeoise est très, très, implanté dans nos médias, dans un esprit médiatique, c'est-à-dire au sein de l'élite, on va dire l'élite, ce qu'on appelle l'élite médiatique. Alors quand je dis le mot élite, attention, hein, j'ai du mal avec le mot élite parce que, l'élite, c'est quand même quelque chose de noble, hein, alors que moi je pense que ces gens ne sont pas Oui. nobles justement. Vous, c'était pas Donc dans le sens noble, oui. mais voilà, c'est pas du tout dans un sens noble, c'est dans le sens de gens qui se pensent comme des élites. Ce serait Ouais. plutôt ça. L'affaire Epstein, pardon, elle vraiment, elle montre tout ce côté-là, ce côté on se croit supérieur à tout, on se croit vraiment au-dessus des lois, et c'est ça qui est inquiétant. Et donc dans les cas de pédocriminalité, il y a une vraie volonté d'étouffer ces faits-là. Et on le voit tous les jours avec des affaires de pédocriminalité qui sont terribles. L'aide sociale à l'enfance, ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance, c'est absolument terrible. Il y a aussi des questions, et je me permets de le dire parce que je sais que c'est une radio libre ici, des Tout à questions fait. qui se posent quand même sur tous ces mouvances autour de eh bien, des lobbying sur, le transgenrisme, Ouais, et ouais. cetera. Et alors attention, moi, vous me connaissez, par exemple,
vous savez un peu mes positions, que moi je suis quelqu'un qui pour dire à partir du moment où vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez de votre vie ou de votre corps, ça ne me voilà, je pense que voilà et l'État n'a pas à s'en mêler et cetera. Mais, les enfants, on ne doit pas mêler les enfants à des choses et vous avez même aujourd'hui, moi, des gens, qui me suivent, qui étaient qui sont des gens, par exemple, qui ont changé, qui ont voulu changer en tout cas de genre ou d'apparence Mmh. et qui combattent ces lobbies-là pour protéger les enfants parce qu'ils pensent que voilà, ils Et ont une j'en ai réflexion reçu d'ailleurs. différente Mmh. et voilà et donc et ces gens-là, c'est terrible parce qu'ils sont menacés de mort, hein, parce que ouais, il y a des choses affreuses Clairement. et donc je pense qu'il y a des vraies questions. C'est-à-dire que quand on nous dit de protéger les enfants, ce n'est pas du tout le cas et la pédocriminalité, il y a un vrai problème avec ça qui est spécifique à la France. Dans le cas de Jack Lang, ça fait très longtemps qu'il y a des questions qui se posent, sur, des liens qu'il a au Maroc. Au Maroc, moi vous savez, vous avez dit, vous m'avez appelée Ismaïli. Il faut savoir que je suis à moitié marocaine. Donc Mmh. je connais pas bien j'ai pas grandi au Maroc, j'ai grandi en France, hein, moi Mmh. vraiment, à la française, on va dire, si je peux me permettre, mais voilà, j'ai quand même des liens avec le Maroc et au Maroc, c'est une question qui, je veux dire, Jacques Lang il y a toujours eu ces questions-là. Ce qui est un fait avéré, c'est que là, malheureusement, il y a une vraie prostitution, des enfants marocains. Il y a tout un trafic et il y avait eu tout un trafic, depuis longtemps, avec des gens, des Parisiens, des milliardaires parisiens. Vous avez une affaire qui était sortie là-dessus, où on faisait venir des jeunes filles de 12 ans, pour les Ouais, prostituer, tout à à fait. Paris. Enfin, voilà, il y a des choses affreuses et malheureusement, le Maroc est connu pour, et bien, avoir toute cette pédocriminalité-là, même si l'État marocain, voilà, l'État, le royaume du Maroc tente de lutter contre ça, il y a un vrai souci, malheureusement avec ça et Jacques Lang, il y a toujours eu, des éléments qui, tendent à penser qu'effectivement, il aurait pu avoir des relations pédocriminelles. Est-ce que c'est malheureux est-ce que c'est pas avéré? Donc mais ça mériterait une enquête et quand on a découvert et je veux dire que parler de l'affaire Epstein sans citer tout le contexte qu'il y a derrière Jack Lang, c'est-à-dire l'affaire, comme vous l'avez dit très bien, l'affaire du Coral, qui était quand même une énorme affaire, d'un trafic pédocriminel. Vous avez, donc l'affaire, Rosella, Mmh. Eyewear, je crois, je ne retrouve plus le nom exact, qui en fait effectivement des rapports de renseignements généraux Hightower. français Ouais. Hightower, merci. Des rapports de renseignements généraux français, qui, disent que des écoutes, enfin parce que c'était une école cannoise qui a fait du trafic pédocriminel et dans les écoutes, il est apparu que, Jack Lang était un parmi les clients de cette école-là. Vous avez évidemment tout le rapport à la Villa Marjoret, où on sait en fait au Maroc qu'il y a eu l'arrestation d'un ministre. Plus tard, on nous a dit que c'était Dousto Blasi. Dousto Blasi, je pense que ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais au départ, les liens allaient plutôt vers Jack Lang. Jack C'était Lang. plutôt Jack Lang qui était pointé. Euh, Toutes ces affaires-là, elles ont été complètement étouffées. Est-ce que Monsieur Jack Lang, est-ce que tout ça, est-ce que c'est une rumeur qui s'est amplifiée l'une sur l'autre? Est-ce qu'il y a eu un complot? C'est toujours possible, hein, parce Ouais, qu'à un moment ouais, on a ouais. dit ça, qu'il y avait un complot contre Jack Lang. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, tout est possible dans ce milieu-là. Donc, mais dans tous les cas, quand on apprend avec une affaire aussi gravissime, en fait, ça fait des années qu'on aurait dû enquêter sur Monsieur Lang, en tout cas qu'il réponde à ces questions-là. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce qu'on voit le pouvoir se protège entre eux. Et là, Monsieur Jack Lang, de toute façon, une fois que l'opération Il faut sauver Jack Lang a échoué, Monsieur Jack Lang a 86 ans, ça fait des années qu'il s'accroche à son poste d'Institut du monde arabe, qui, je pense, est convoité par beaucoup d'amis de Monsieur Macron. Bon, donc à un moment, il fallait qu'il parte, voilà. Mmh, Mais bien on sûr. sait qu'il n'ira pas en prison. Emmanuel Macron vient de dire encore que l'affaire Epstein, ça ne concernait pas la France, ça concernait les États-Unis, ce qui renforce encore une fois, moi,
mon idée que ce monsieur est complètement impliqué dans l'affaire Epstein, que je parle d'Emmanuel Macron, est Mmh. complètement impliqué dans l'affaire Epstein. À quel niveau, pourquoi, je ne sais pas, mais je suis absolument persuadée de ça. Je ne vois pas pourquoi, s'il n'était vraiment pas impliqué, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une ouverture d'enquête. Une enquête comme ça qui est aussi gravissime, où tous les autres pays ont commencé à ouvrir des enquêtes. C'est-à-dire que dans les autres pays, on a ouvert des enquêtes, il y a eu des démissions qui ont été rapides, que ce soit au Royaume-Uni, voilà, ou dans d'autres pays européens, etc. Même en Israël, Tout à fait. ils ont ouvert une enquête par rapport aux liens entre Epstein et Edmund Barak et les questions par rapport au Mossad. Parce qu'il faut savoir que on nous parle toute la journée de dire que M. Epstein est un agent russe, hein, sur lequel il y a plein d'éléments dans ses mails qui montrent que c'est peu crédible. C'est toujours possible, mais c'est extrêmement peu crédible. Mais parce que pour plein de raisons. Mais en tout cas, dans les liens entre la question de poser est-ce que M. Epstein était en lien avec les services de renseignement israéliens, c'est une vraie question. Et il faut savoir qu'en Israël, la parole, c'est terrible, la parole est beaucoup plus libre sur ces sujets-là. C'est-à-dire que les Israéliens sont les premiers à questionner les actions du Mossad ou autre chose. Et c'est un peu comme aux États-Unis, eh bien, les Américains peuvent être les premiers, ils sont les premiers souvent à critiquer les actions de la CIA. En France, on Amélie, a un vrai problème. Oui, pardon. Amélie, je vous coupe parce que Ouais. de toute façon, on Et se ouais, revoit la semaine je parle prochaine. beaucoup. Je suis Non, non, mais désolée. je vous en prie. Je rappelle aux auditeurs qu'on refera un entretien mercredi Oui, prochain. on peut, Euh, oui, oui, on peut. on se retrouve la semaine prochaine avec vous pour un autre sujet et on reparlera aussi de ça, tout aussi passionnant. En tout cas, merci beaucoup, c'était comme d'habitude pertinent et je rappelle aux auditeurs de ne pas oublier de se rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Au revoir et à mercredi prochain avec Amélie Ismaili. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moi, le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terranova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. histoire, Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai. Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.